Au début de l'occupation, une réforme imposée par les Allemands va transformer radicalement le visage de notre cité. C'est la création du Grand Liège, une réforme administrative qui va faire doubler sa population et dilater son territoire. Mais pourquoi les Allemands s'intéressaient-ils au territoire administratif de Liège ? Pour une raison très simple. Durant la guerre précédente, c'étaient les autorités civiles locales qui avaient le mieux combattu les occupants. Les bourgmestres, en effet, avaient protégé les populations, mais aussi s'étaient souvent opposés aux diktats de l'administration militaire allemande. En diminuant le nombre de communes, les occupants espéraient pouvoir mieux contrôler les gens et les collèges d'échevins. Moins de communes égale, à leurs yeux, moins de résistance, pour résumer. Cette réforme territoriale ne concerna pas que Liège d'ailleurs. Elle concerna aussi 7 grandes agglomérations, dont Bruxelles, Anvers et Charleroi. Toutefois, si l'occupant nazi accéléra la mise en place de cette réforme, il convient de préciser que l'idée avait germé bien avant la guerre, et pas du tout dans un esprit de contrôle des citoyens. C'est Georges Truffaut, notre député socialiste de Liège, promoteur de l'exposition des lois Corommeuse, qui avait fondé en 1937 une ASBL intitulée Le Grand Liège. Cela dans le but de concentrer par une réforme des territoires les moyens d'un développement économique plus rapide. Les élus socialistes s'étaient ralliés à cette idée. L'association Grand Liège existe toujours sous la forme d'une ASBL qui veille à la promotion de notre région, avec à sa tête depuis 2024 Marie-Christine Van Bockenstael, qui succède elle-même à Michel Forêt, ancien gouverneur. Le Grand Liège, dont nous parlons en 1942, c'est autre chose. Une réforme donc impulsée par Georges Truffaut. Si Liège n'est plus aujourd'hui la plus grande ville de Wallonie, c'est dans cette place à Charleroi, elle l'était en 1940, à la veille de l'éclatement du conflit. Elle comptait 155 000 habitants, bien moins que les 195 000 aujourd'hui, et présentait un profil économique dynamique, avec ses industries lourdes et ses mines de charbon. Comme aujourd'hui, elle passait pour une terre du Parti ouvrier et aux élections de 1939, le rexisme avait reflué. La guerre, toutefois, avait retardé la création d'un nouvel ensemble urbain, le Grand Liège, précisément voulu par les élus socialistes dans les pas de Georges Truffaut. Celui-ci, pressenti comme bourgmestre en remplacement de Xavier Nogent en avril 1940, avait décliné le poste. Il combattit en effet pendant la campagne des 18 jours, puis se réfugia à Londres, où il continua la lutte et mourut au cours d'un exercice d'entraînement en avril 1942. Un autre bourgmestre fut alors nommé. On en a déjà parlé, il s'agit de Joseph Bologne, une personnalité par la suite très contestée. Ce Bologne se montra très obéissant envers les autorités d'occupation. Pourtant, c'était un militant socialiste de la première heure. Âgé en 1940, de 69 ans, il était très respecté, car c'était un résistant de 14-18, condamné alors à mort par l'occupant et plusieurs fois décoré. L'arrivée des Allemands, je suppose, avait tout changé. Le jeu démocratique s'était brouillé et la presse était censurée. Il n'y avait plus de journaux, seule paraissait la Legia, une feuille d'extrême droite dirigée par des rexistes sous l'œil de la Militärverwaltung. Bologne, néanmoins, s'opposa à la création du Grand Liège. Cette opposition mit fin à son mandat le 1er août 1942. Ce vieux militant, qui s'était montré très accommodant avec l'occupant, comme on l'a dit précédemment, ne voulait pas d'une concentration qui aurait aidé ce dernier. En effet, c'est l'opposition de Bologne au projet Grand Liège qui mit ce dernier sur une voie de garage, pas sa complaisance relative envers les nazis. Rappelons que ce Bologne avait livré des listes de juifs et d'élus communistes à l'occupant, n'ayant élevé un peu émollement la voix que lorsqu'il s'était agi de faire distribuer des étoiles jaunes aux juifs. Aussitôt cette démission actée, le projet Grand Liège voit le jour. Le 25 octobre 1942, un arrêté du ministère de l'Intérieur porte création d'un rassemblement de 29 communes autour de Liège, un ensemble divisé en 10 districts regroupant 420 000 habitants. Le fauteuil de bourgmestre reste vide un moment.
Les temps sont troublés et personne ne veut d'un emploi si risqué. Le rexiste Gérard Willems reste bourgmestre 9 jours en novembre 1942. Les menaces l'effraient. À sa nomination, il reçoit un bouquet de fleurs avec un cadavre de chat à l'intérieur. Il démissionne pour raison de santé. C'est alors que survient un personnage sulfureux de notre histoire, le bourgmestre collaborationniste issu des rangs du rexisme, Théophile Albert d'Argent, bourgmestre de Flémal, ancien homme d'affaires au Congo. Ce bourgmestre fut apposé par les autorités d'occupation. Il n'avait aucune légitimité. Il se fit ensuite connaître pour des dénonciations crapuleuses et des crimes de collaboration active. Les Liégeois ne voulaient pas de ce bourgmestre vendu à l'ennemi, et celui-ci, pour se faire obéir, prit l'habitude de dénoncer les réfractaires. À la Libération, il s'enfuit vers l'Allemagne où il fut arrêté, puis remis aux autorités belges qui le jugèrent et le firent fusiller en février 1946. La politique de collaboration en Belgique occupée fut surtout le fait d'un homme taciturne, Jérôme Romsey, patriote du VNV, gouverneur catholique du Limbourg et nommé secrétaire général de l'Intérieur sous pression des nazis en avril 1941. C'était un homme prudent, réservé, qui pesait ses mots, à l'inverse des forcenés du rexisme. Il fut la tête pensante de la collaboration, s'enfuit en septembre 1944, mais fut ramené en Belgique pour y être jugé. Malgré son rôle central dans la politique de collaboration, Romsey ne fut condamné qu'à 20 ans de prison et ne purgea que 6 années, pour être ensuite réhabilité. Cette clémence s'explique par le fait que l'individu avait œuvré pendant l'occupation en faveur d'une aide aux enfants malades et d'un soutien aux prisonniers de guerre. Il sauva aussi de la déportation plusieurs membres de la communauté israélite. Le Grand Liège fut donc une création de l'occupant. Qu'advint-il par la suite ? D'abord, dès 1941, les mouvements de résistance s'étaient multipliés dans la province et dans la cité. La peur était là, mais n'empêchait pas les protestations et les actes de courage. Ainsi, le 10 mai 1941, 100 000 personnes manifestèrent à travers le pays pour exiger une revalorisation des salaires. Et devant une telle mobilisation, l'occupant s'abstint de réagir. Mais cela pouvait aller beaucoup plus loin. Entre 1941 et 1943, plus de 250 actes de violence imputés à la résistance furent dénombrés à Liège. Sabotage, vol, extorsion, assassinat aussi de soldats allemands, de rexistes ou de gardes wallons. Ainsi, le 10 mai 1944, des résistants posèrent une bombe qui détruisit la salle du collège échevinal à Liège. Comme on le verra par la suite, cette épidémie de résistance fut suivie d'actes de répression très brutaux. La réforme du Grand Liège fut abandonnée une fois les nazis sur le chemin de l'exil. On jeta toutes les idées de ces nazis, même si c'était parfois de bonnes idées. D'autant plus qu'en septembre 1944, l'ancien bourgmestre Joseph Bologne récupérait son fauteuil de bourgmestre dans les pas des armées alliées qui libéraient la ville. On revenait donc à la situation d'avant-guerre. Il faudra attendre 1977 et la grande fusion des communes pour reprendre l'excellente idée du capitaine Truffaut, notre député socialiste, une idée gâchée par les collabos et l'occupant nazi, une idée qui avait déjà germé en 1937.